Donc, je suis ici pour vous présenter une recherche qui est en cours et qui porte sur la diversification de l'offre en matière d'habitat pour une société plus inclusive. Ce travail est mené après un appel à projet qui a été fait en 2011 de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, qui est la FIRA, diapo numéro 2. Cette étude est conduite par l'Association des paralysés de France avec l'Université de Paris-Est-Créteil, la collaboration d'un think tank européen, c'est-à-dire un laboratoire d'idées, qui s'appelle Pour la solidarité, et avec la contribution de personnes handicapées et de leurs familles. On est dans le participatif, comme vous pouvez le voir. Les objectifs de cette recherche sur l'offre en matière d'habitat sont de pouvoir apporter des recommandations et des solutions concrètes visant à impulser du changement dans les pratiques institutionnelles, mais aussi de faire connaître aux personnes handicapées, à leurs familles et à l'ensemble des acteurs professionnels et politiques ces recommandations et ces solutions concrètes. Cette présentation va me donner l'occasion de préciser certains concepts et certains mots qu'on a entendus aujourd'hui d'ailleurs, et qui vont me permettre d'éclairer leur sens et leur utilisation. Je terminerai mon propos en évoquant des questions que se pose un groupe de parents et de personnes handicapées qui réfléchissent ensemble sur un projet d'habitat. Troisièmement, donc, je parlerai des éléments de cadrage. Les éléments de cadrage, on les met en introduction de toute recherche, et ce sont des éléments qui vont poser le cadre, qui vont nous dire dans quoi on va pouvoir évoluer. Ces éléments-là, donc, sont, je vous les ai listés, l'autonomie, le libre choix, la société inclusive, l'habitat universel, la participation sociale et la désinstitutionnalisation. Ces notions prennent leur source dans la société civile et les associations, en France, en Europe, un peu partout dans le monde, et sont ponctuées par des évolutions législatives, par des grands textes auxquels nous nous référons. Alors, préciser le vocabulaire, c'est préciser situation de handicap ou personne handicapée, que faut-il dire? Donc, comme vous le savez certainement, le terme de handicap n'a pas toujours été utilisé. Il est arrivé subrepticement sur le marché pour remplacer progressivement des mots qui avaient acquis une connotation péjorative. En France, c'est dans les années 58 que le mot handicap a été entendu, utilisé pour la première fois. Progressivement, les infirmes, impotents et autres invalides ont disparu. Enfin, presque. Il en reste des traces, comme sur la carte d'invalidité, le taux d'invalidité, ou le macaron réservé pour les places réservées pour les grands invalides, par exemple. C'est qu'il n'est pas toujours facile, en effet, de se débarrasser de certains mots. Voyez les noms de certaines associations. Bref, les premières classifications des déficiences et incapacités ont produit un modèle dit médical ou individuel, où la cause du handicap est la déficience portée par la personne. D'ailleurs, les personnes sont couramment désignées, je l'ai entendu aujourd'hui encore, par cette déficience. On les appelle les polios, les tétras, les polyhandicapés, les déficients visuels, etc. Quand on prend conscience des difficultés d'accès au travail, plus tard, au logement et au déplacement, du moins pour les personnes suffisamment réadaptées, on passe à un modèle plus social dans notre histoire qui tient compte de l'environnement, on l'a vu. Cet environnement doit être rendu accessible pour les personnes souhaitant travailler et vivre avec les autres. On tient de plus en plus compte de cet environnement et on travaille un petit peu avec le Québec qui nous envoie une expression magnifique, personne en situation de handicap, qui séduit beaucoup de monde mais qui implique aussi une certaine confusion. En effet, une situation de handicap, c'est quoi? C'est le résultat situationnel d'un processus interactif entre deux choses. Les caractéristiques de la personne avec ses déficiences et ses incapacités qu'elle a à la suite de maladies ou de traumatismes, par exemple, et les caractéristiques de l'environnement qui créent des obstacles sociaux ou écologiques. La situation de handicap, c'est la somme, c'est l'interaction de ces deux choses-là. On voit bien, selon cette définition, que la situation de handicap n'est pas permanente. Une personne peut vivre des situations de handicap dans un environnement donné, mais pas dans un autre. Par contre, elle a toujours des déficiences et des incapacités, quel que soit son environnement. Donc, dans mon travail, et en général, et dans la recherche, nous utilisons des expressions, l'expression de personne handicapée
ou de personnes qui ont un handicap, ou encore de personnes ayant des déficiences et des incapacités, et bien entendu de situations de handicap quand cela est justifié. Je reconnais que certains termes ne sont pas toujours très satisfaisants, mais voilà. Donc, maintenant, sur le cadre législatif qui marque le paysage du handicap et qui va expliquer un petit peu la diversification des modes d'habitat. Une des premières lois en France, c'est la loi que vous connaissez aussi sûrement, vous en avez entendu parler du moins, c'est la loi du 30 juin 1975. C'est la première loi qui organise un petit peu le paysage et qui a le mérite de poser les premiers principes de l'accompagnement. Mais elle désigne, on vient de le voir, les personnes d'abord par leurs déficiences et leurs incapacités. Personnes qui, pour s'intégrer, devaient tout faire pour s'adapter à la société, en passant par la rééducation et la réadaptation. Tout ce qui ne se réadaptait pas ou qui ne se rééduquait pas suffisamment pour vivre parmi les autres était orienté et mis à part dans des établissements d'hébergement collectif qui les accueillaient selon leurs déficiences. Vous avez tous entendu parler des foyers de vie, foyers occupationnels, foyers d'hébergement, maisons d'accueil spécialisées, etc. C'est la loi 2005 qui s'appelle « Pour l'égalité des droits et des chances et la participation de la citoyenneté des personnes handicapées » qui crée une véritable rupture qui doit transformer les pratiques. Cette loi réaffirme des principes fondamentaux, soit l'égalité pour tous, ainsi que la prise en compte des différences dans l'accès à la vie sociale, et les personnes handicapées et leurs familles sont désormais conviées aux décisions et à l'élaboration des projets les concernant. La loi propose des outils pour s'assurer de leur information et de leur participation. Et il est, entre autres questions, donc, dans cette loi d'autonomie, on en a parlé aussi, on l'a entendu tout à l'heure. L'autonomie, c'est quoi ? L'autonomie, c'est cette capacité que nous avons de pouvoir gérer notre vie. Elle est encore bien trop souvent confondue avec la dépendance. Or, une personne peut être autonome, soit diriger sa vie, savoir prendre de bonnes décisions, tout en étant dépendante pour effectuer certains gestes, et alors avoir besoin d'aide humaine ou animalière, ou technique, ou tout, pour gérer son quotidien et mener à bien ses projets. Une autre personne peut être indépendante pour effectuer les actes de la vie quotidienne, savoir faire sa cuisine, manger sans aide, se laver, s'habiller, mais ne pas savoir quand le faire, ni dans quel ordre, ni pourquoi le faire. Cette personne est alors plus ou moins autonome et a besoin d'aide humaine pour gérer son quotidien et mener à bien ses projets. L'autonomie qui peut être toute petite, doit toujours être recherchée, soutenue, encouragée. Enfin, autre texte majeur qui s'impose à notre législation et vient la renforcer. Il s'agit de la Convention des droits des personnes handicapées de l'ONU, ratifiée en 2010 par la France. La Convention met l'accent sur la personne handicapée comme sujet de droit et déclare que tous les citoyens doivent avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités. Il est question de dignité, d'autonomie, de liberté de choix, d'indépendance, de non-discrimination, de participation, d'intégration à la société, de respect de la différence, d'égalité des chances, d'accessibilité, d'égalité homme-femme et de respect du développement de l'enfant handicapé. Dans son article 19, il est question du droit de vivre avec les autres, d'autonomie de vie et d'inclusion dans la société. Et je ne résiste pas à vous lire le début de cet article 19 qui concerne très directement l'objet de notre recherche, où la France doit veiller à ce que les personnes handicapées aient le droit de choisir, la possibilité de choisir en tout cas, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, et qu'elles ne sont pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Vaste programme. La suite de l'article évoque la nécessité des services d'accompagnement spécifiques et l'accessibilité aux mêmes services que tout le monde. Cependant, dans les associations, avant même ces lois, personnes et familles réclament de plus en plus fort le droit de prendre la parole, celui d'être entendu, celui de travailler avec les professionnels et de donner leur avis sur les projets les concernant, ce qui semble la moindre des choses. Un mouvement de fond concernant la vie indépendante à domicile pour les personnes dites lourdement handicapées commence à naître et à se développer un peu partout. Dans la foulée, les associations inventent des habitats innovants qu'on appelle appartements éclatés,
regroupés, tremplins, partagés, mutualisés, etc., souvent dédiés à une catégorie de déficience ou de maladie. Notons que le vieillissement de la population, y compris celui des personnes qui ont une ou des déficiences, impose depuis un certain temps une réflexion accrue sur le maintien à domicile et les services de proximité qui doivent le permettre. J'ai brièvement évoqué les possibilités plutôt restreintes de choix de vie pour les personnes handicapées et leurs familles jusqu'à récemment, encore aujourd'hui en fait. Soit la collectivité, avec un risque d'institutionnalisation, c'est-à-dire le risque que prennent les relations sociales qui vont se faire sur les valeurs et les normes du fonctionnement de l'institution, soit le logement en toute autonomie, où la personne se débrouille suffisamment seule et parfois difficilement pour gérer ses aides et son quotidien. Donc le mouvement de désinstitutionnalisation impulsé par l'Europe implique de penser autrement l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles. Henri-Jacques Sticker dit qu'il faudrait déspécialiser les espaces spécialisés et respécialiser les espaces communs. Alors autrement dit, nous devons avoir affaire aujourd'hui avec un secteur médico-social qui doit se mettre au service de l'inclusion. Un secteur médico-social qui doit s'éloigner de plus en plus de la notion de prise en charge institutionnelle, où la vie en collectivité est trop peu respectueuse des individualités. Un secteur qui doit se penser aussi hors les murs comme autant d'accompagnements qui permettent aux personnes qui ont des handicaps et à leurs familles de vivre au plus près de ce qu'elles souhaitent, parmi et avec les habitants d'une ville, d'un quartier, d'un village. Comme dit Agege, qui est président de l'FEGAPI, le médico-social doit se dissoudre dans la société. Cela ne veut pas dire qu'il faille fermer les établissements. Les structures d'accueil collectif peuvent être une nécessité pour un certain nombre de personnes ayant des incapacités. Il est possible d'habiter dans une structure collective. Tout dépend de la manière dont ils sont considérées les personnes, hébergées ou habitantes, consultées ou devant se soumettre à un règlement, etc. La désinstitutionnalisation veut dire qu'il faut considérer les personnes autrement et sortir de la dichotomie institution-domicile, où dans le premier, la personne se soumet à un règlement et où dans l'autre, elle se débrouille comme elle peut. La notion d'habitat permet cette réflexion. L'habitat, on l'a aussi un petit peu abordé tout à l'heure, c'est l'ensemble des conditions d'organisation et de peuplement par l'homme du milieu où il vit. C'est aussi, comme il est dit dans la recherche dont je vous parle, prendre un endroit pour le sien. Après avoir posé le cadre, donc, l'étude fait le constat de l'émergence de nouvelles formes d'habitat et expose la réflexion entreprise au sein de l'APF. 5 sites sont ainsi observés et font l'objet d'une analyse de leur démarche. Cela permet de mettre en évidence leurs souhaits, leurs craintes aussi. Un autre objectif de l'étude consiste à élaborer une grille d'indicateurs susceptible de guider tout acteur, promoteur, association gestionnaire, pouvoir public, bailleur, etc., désireux de promouvoir un habitat dans une société inclusive. Et dans cette perspective, un travail est fait sur une grille de questionnement qui vise à interroger les projets ou les réalisations, c'est-à-dire pouvoir poser des questions sur les qualités d'inclusion de l'habitat à venir ou existant et sur ce qui va plutôt faciliter ou au contraire faire obstacle à ce que serait un habitat inclusif. On a vu le grillage pour les poules consiste à un non-obstacle, par exemple. Ensuite, parler d'habitat, de handicap et de société inclusive, je voulais dire que c'était parler des représentations du handicap, c'était aussi parler des politiques sociales qui s'en nourrissent et qui les nourrissent, c'est parler changement, évolution, concept. La situation de handicap permet de comprendre l'importance du rôle de l'environnement, mais l'environnement, ce n'est pas que l'architecture, ni l'accessibilité, ni l'adaptation. C'est ça, bien sûr, mais c'est aussi la façon dont sont considérées les personnes dans une société. C'est la façon dont les politiques sociales s'intéressent à ces personnes, c'est la façon dont s'exerce la solidarité nationale à leur égard. Il semble bien que nous soyons en plein cœur d'une mutation où tout semble converger. Les textes, les souhaits des personnes, l'air du temps. Sauf que, si certaines initiatives ont vu le jour ici et là pour proposer des expérimentations et de nouvelles offres de services en matière d'habitat, si certains commencent à penser qu'il est possible d'eux, vous aurez compris que tout n'est pas si facile quand il s'agit de changement. Car il s'agit en fait d'un véritable bouleversement dans la façon dont on va considérer les personnes handicapées et leurs familles,
leurs attentes et leur place dans la société. Nous allons devoir faire avec ce qui s'appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire plus simplement un changement de mentalité afin de modifier notre regard sur les personnes handicapées et leurs familles. Et changer sa manière de voir n'est pas la chose la plus simple au monde. Changer en général n'est pas simple, cela même si nous y aspirons. Les représentations, c'est-à-dire en gros les idées qui nous viennent en tête et qui régissent nos comportements vis-à-vis du handicap, des personnes handicapées, de leurs familles, des professionnels, nous bloquent plus ou moins dans certaines attitudes qui ne vont pas nous permettre de voir les choses autrement et même parfois nous faire résister, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif, entendez politique. Et ce n'est pas parce qu'une loi existe, belle et pleine de bonnes intentions, qu'elle va faire changer les choses aussitôt. Vous voyez, l'accessibilité des bâtiments publics, elle a été demandée en 1975. Mais aujourd'hui, donc, je pense que nous avons dépassé le simple espoir d'une société inclusive, car nous participons pour et dans une société qui doit être capable de faire vivre en son sein, de façon harmonieuse, des femmes et des hommes plus ou moins différents les uns des autres, plus ou moins autonomes, plus ou moins dépendants, plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés. Une société capable de les faire vivre, de nous faire vivre, ensemble, dans tous les domaines de la vie, dont ceux abordés depuis ce matin, comme l'éducation, la formation, le travail, les loisirs, et bien entendu en leur proposant d'habiter réellement dans un logement choisi et adapté parmi les autres. Du côté des familles, je suis chargée d'observer un groupe qui a donc une particularité, c'est celui d'être interassociatif, car on y trouve des parents de l'APF et des parents de l'UNAFAM. Donc je ne vous la représente pas, vous savez ce que c'est. Ainsi que des personnes handicapées. Ce groupe se réunit dans les locaux de la délégation APF d'Amiens avec le soutien actif de sa directrice et de l'équipe régionale. Et s'il est bien entendu que les personnes handicapées sont les mieux placées pour dire ce qu'elles ont besoin, ce dont elles ont besoin, ce qu'elles souhaitent, je tiens à dire que la contribution des parents au débat sur l'avenir de leur enfant tire sa légitimité de l'accompagnement de chaque jour et parfois la nuit qu'ils font auprès de leur enfant depuis de nombreuses années, parfois depuis toujours. Ils ont acquis une expertise qui fait qu'ils les connaissent quand même très bien et leur concours est grandement souhaitable. Pour les parents qui sont donc des aidants familiaux, ils disent l'épuisement, le ras-le-bol et la fatigue, leur vieillissement, leurs inquiétudes, les soucis permanents et récurrents, et l'après-eux qui marque l'urgence qu'il y a à trouver des solutions acceptables. Ils expriment les contraintes quotidiennes auxquelles ils se trouvent confrontés et leur grande inquiétude quant à l'après-eux. Que va-t-il devenir en effet cet enfant adulte qui n'est rien sans quelqu'un, comme le dit une mère? Cet enfant dont l'autonomie ne permet pas d'envisager qu'il puisse vivre seul, sans aide et soutien. On ne rajeunit pas, dit une autre. Voilà que le vieillissement conjoint, parents, enfants, adultes handicapés, porte la question cruciale de la continuité d'une aide familiale apportée à un enfant qui vieillit lui-même. Les forces des uns diminuent, on ne peut plus le tenir physiquement, tandis que le besoin d'aide des autres augmente. Les familles disent aussi des orientations qui ne sont pas préparées. Elles parlent de la souffrance de se sentir dépossédée de son enfant, on vous prend votre enfant, ou encore de familles laissées à elles-mêmes. Débrouillez-vous en sortant des établissements, sans que le rôle d'aidant familial ne soit vraiment considéré. Un dossier aidant familial a été fait, mais rien n'a suivi. Qu'est-ce qu'on va faire après? Le garder à la maison, ce n'est pas une solution. Les familles disent aussi des orientations proposées qu'elles sont plutôt par défaut, sans que le choix soit possible. C'est ça ou rien du tout, et pas toujours adéquate, l'orientation avec les personnes plus âgées, sans tenir compte de la différence d'âge. Enfin, les familles font le constat d'un manque de réponses locales adaptées aux besoins de certains adultes, ce qui les contraint à des éloignements géographiques importants qui, outre la séparation, imposent des trajets conséquents pour pouvoir se rendre visite. Sur le projet lui-même, les familles, tout en cherchant la solution de leurs rêves pour leur enfant, expriment leurs peurs et leurs craintes sur la vie au quotidien de leur enfant sans eux. Sur son suivi médical, son traitement, sur qui va lui faire prendre ses médicaments, sur qui va savoir qu'il a une allergie aux piqûres de guêpe, qu'il a un problème avec ses dents, qu'il lui faut une brosse à dents électrique, et que pour ses soins, il a besoin d'aide humaine, de soins infirmiers, de kinésithérapie. Évidemment, car bien souvent, c'était eux, les mères et les pères, qui géraient tout ça et en faisaient beaucoup, parfois trop, véritables femmes et hommes orchestres de l'aide à un proche. Ils réclament de la sécurité, donc.
et rapportent des expériences malheureuses qui peuvent constituer des obstacles pour eux à imaginer que leur enfant pourrait vivre sans une sécurité rapprochée. Sinon, on préfère le garder. Dans ce même groupe, les personnes handicapées qui vivent déjà de façon autonome dans des appartements situés dans des ensembles ordinaires se penchent sur leur propre vieillissement et dans cette perspective prévoient un accroissement de leurs besoins d'aide. Elles souhaitent aussi se rapprocher du cœur de la ville car elles craignent un isolement social à cause des difficultés de déplacement. Ces personnes qui vivent donc déjà en appartement revendiquent avec conviction leur autonomie qui leur permet de vivre seules avec des aides relatives à leur capacité motrice. Elles affirment leur volonté de garder cette autonomie, de préserver leur intimité et leur vie privée. D'emblée, elles rejettent l'idée d'un regroupement d'appartements qui ferait ghetto, sans toutefois pouvoir dire à partir de combien on pourrait penser à une quantité qui ne ferait pas ghetto. Tous les participants souhaitent bien évidemment pouvoir disposer de suffisamment d'aide humaine qui serait proche et aussi d'un accès facilité aux services de la communauté et aux loisirs pour une meilleure participation sociale. Un logement dans un ensemble immobilier qui allie mixité, intergénérationnelle et convivialité. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. La volonté de vivre seul et de ne pas trop se regrouper pour certaines personnes peut venir a priori contrarier l'idée des familles qui souhaitent une certaine proximité, voire une vie plus collective en accord avec leurs enfants adultes, toujours dans un ensemble immobilier ordinaire. Les familles, en effet, ont des enfants dont l'autonomie est plus réduite et nécessitent un accompagnement, donc plus rapproché, tant pour les actes de la vie quotidienne que pour une aide administrative et à la communication, par exemple. Une des plus grandes craintes qu'ils ont est celle de la solitude dans laquelle pourrait se trouver leur enfant. Ils souhaitent des possibilités d'activité régulière via un animateur social, par exemple, ou un accueil de jour, pourquoi pas une gouvernante ou une maîtresse de maison. Pour mener à bien son projet, le groupe va devoir faire avec ces divergences, mais du coup va devoir inventer, découvrir, innover, être créatif, et je suis sûre qu'ils trouveront une solution. Pour presque terminer mon propos, je voudrais noter que ces groupes de réflexion, celui-là et les autres qui tournent un petit peu, sont des groupes qui permettent de mettre en place des dynamiques qui peuvent perdurer au-delà de la recherche et peuvent ainsi s'ouvrir des espaces qui ont une valeur inestimable au niveau de la participation sociale ou de son apprentissage pour des personnes et des familles, et pas seulement en présence de déficiences et d'incapacités. Je pense que l'habitat participatif, par exemple, ça permet ça aussi. De plus, ces lieux d'élaboration sont complémentaires des politiques locales en matière d'urbanisation, de vie sociale et de citoyenneté. Ils sont également porteurs d'innovations susceptibles de faire levier sur les transformations globales, habitat vertical, écoquartier, intergénérationnel, accessibilité universelle, soutien à domicile, etc. Enfin, et je terminerai là, pour moi, traiter la question de l'habitat pour une société inclusive, c'est aussi traiter la question de la diversité et du vivre ensemble. C'est devoir aborder certaines notions comme le choix, le respect de la vie privée, la dépendance, l'autonomie, la participation sociale, etc. Autant d'éléments qui me semblent en constituer la pierre angulaire, le socle, pour ne pas en dire les fondations. C'est aussi aborder les problématiques plus larges, comme celles des discriminations, dont peuvent être victimes ceux et celles qui, d'après certains, seraient trop différents pour pouvoir vivre avec et comme tout le monde à égalité de droits. Merci.